ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Amjad Chihab. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions, Amjad Chihab, qui est professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Alors Amjad Chihab, quelles sont plutôt les chances de voir aboutir aujourd'hui, et à l'heure où l'on parle, de voir une trêve se conclure à Gaza, enfin? Il y a une réelle chance d'aboutir à cet accord, mais ça reste encore un risque d'éclatement de gouvernement de Netanyahou. Il y a parmi le parti politique, il y a le parti de force juive et le parti de sionisme religieux. Si les deux se retirent avec le 13 sièges du Parlement de Knesset, le gouvernement va tomber parce qu'il n'aura pas la majorité. Mais en cas qu'il y a un seul qui va se retirer avec le 7 sièges, et Netanyahou garde la majorité. Mais je pense qu'il essaye de gagner de temps pour essayer de faire de chantage avec les Américains afin qu'ils puissent attirer le maximum de profit. Et il voulait faire un échange par rapport je suis prêt à faire de concessions et de laisser la bande de Gaza et de lever l'embargo, mais contrepartie, je veux la Cisjordanie, les territoires palestiniens, normalement, où l'État palestinien doit être construit sur les 5000 km² de la bande de Gaza. Et il a certaines promesses aussi de Trump d'annexer officiellement la zone C. La zone C représente 72% de la superficie totale de la Cisjordanie. Donc, il va annexer et il va enterrer complètement le rêve de créer un État palestinien sur ces territoires. Peut-être ils sont en train, dans les dernières minutes, en train de jouer ce jeu, mais l'accord de première étape, c'est tout complet. Il y a une vision finale et tout le monde est d'accord. Je pense que ça sera très difficile de reculer en arrière. Et la deuxième étape, il y a certains détails, la rédaction juridique avec Joël Lemont et aussi la quantité et la qualité des prisonniers palestiniens qui vont être libérés. Et ça reste aussi les garanties que la résistance palestinienne demande de certaines parties, surtout des États-Unis et les médiateurs, de garantir qu'il y a un cessez-le-feu durable et complet. Puisque vous en parlez, Amjad Chihab, on l'a vu dans notre sujet, dans ce journal, le Qatar a évoqué la levée d'obstacles qui bloquaient jusque-là les négociations médiatisées, donc plutôt où le Qatar est médiateur. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui obstruaient l'accord d'une trêve jusque-là? Oui, il y a un obstacle par rapport que la force d'occupation cherche à exiler le chef de la résistance palestinienne, surtout qui ont de lourdes peines de prison. Et il y a aussi six prisonniers qu'Israël refuse de libérer, et surtout le chef de Fatah, Marwan Barghouti, et le secrétaire général du Front populaire de libération de Palestine, Ahmed Saadat, et le chef militaire du mouvement de Hamas, Abdallah Barghouti. Donc, il essaye de mettre ça au deuxième étape et discuter sur ça. Il y a aussi le retrait total qu'encore il y a d'expressions qui ne sont pas très claires, ambiguës dans cet accord. Ça, c'est très important. Et surtout il y a des termes qui ne sont pas très clairs de l'utiliser, de mettre fin à tous ces massacres et mettre fin à tout ce carnage. Et qui garantit que la force d'occupation ne revient pas après la libération de tous les prisonniers entre les mains de la résistance. Surtout que la résistance va garder au deuxième étape 68%
de nombre de ces prisonniers avec la résistance en cas où la force d'occupation change d'avis. Mais ça reste la possibilité de passer à cet accord est très forte. Surtout, il y a des interventions personnelles de président Trump. Justement, vous l'avez évoqué, Amjad Chihab, au début de votre intervention, vous avez évoqué le président élu américain. Pensez-vous que l'arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain de Donald Trump a-t-elle accéléré les choses? Je pense que l'accord va être conclu avant. On attend que demain, l'accord de la force d'occupation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix devant Netanyahou. Je pense qu'il n'est pas prêt à affronter, à avoir une crise avec le nouveau président. Surtout le président Trump voulait montrer à l'opinion publique américaine qu'il est capable de faire des choses, qu'il a réussi à faire un cessez-le-feu, que l'administration démocratique, durant 15 mois, n'a pas réussi malgré les voyages aller-retour. Presque il y a 14 voyages de ministres des Affaires étrangères qui n'ont pas abouti à un succès. Et il a beaucoup de projets. Il a des projets de normalisation avec l'Arabie Saoudite. Il a beaucoup de projets de traités économiques au Proche-Orient. Il n'a pas envie d'avoir de dossier qui pourra nuire à ces projets. Je pense qu'il y a une forte chance qu'on va attendre demain un avis favorable à cet échange, mais ça reste toujours un danger ou un risque que Netanyahou préfère garder l'unité de son gouvernement et entrer en conflit avec cette administration. Ce risque faible, mais reste possible. Et en attendant qu'il n'a pas encore donné son accord. Et selon vous, c'est plutôt l'arrivée de Trump qui précipite les choses ou la fin de mandat de Joe Biden et de son administration actuelle qui voudrait s'approprier en quelque sorte, une telle trêve? Non, il y a la capacité de la résistance. Ils n'ont pas, et durant 15 mois, l'administration américaine considère que Netanyahou a eu largement le temps pour finir avec la bande de Gaza. Il n'a pas réussi à faire ça parce que la résistance, elle est toujours là. Et les États-Unis qui ont bloqué aussi de nombreuses résolutions en vue d'un cessez-le-feu. Oui, non, et ils l'ont donné et parce que l'administration américaine, elle a envie que le gouvernement israélien reste, comment ça s'appelle, il sort de ce drame, de ces massacres, avec une victoire stratégique. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à éradiquer le mouvement de Hamas. Le mouvement Hamas, il est toujours là. Il fait encore une guerre d'usure qui fait tomber beaucoup de soldats chaque jour. En plus, il y a l'armée israélienne. Il ne peut pas faire plus qu'il a fait parce que tout est presque détruit. Il a détruit l'infrastructure, les hôpitaux, les écoles, toutes les universités, les mosquées. Il reste rien à détruire. Donc, le fait de rester avec des pertes humaines, surtout côté de l'armée israélienne, et ça reste un danger de continuer parce que c'est pas logique de continuer de côté des massacres à un temps qui n'est pas encore limité. Et aussi, il y a un problème aussi de front intérieur. On ne va pas sacrifier des prisonniers comme ça jusqu'à attirer une victoire. On peut pas, le front intérieur sionisme ne peut pas déclarer qu'il a fait quelque chose en sacrifiant des soldats et des prisonniers entre les mains du mouvement de la résistance palestinienne. Et toutes ces conditions, avec l'arrivée de Trump, ça donne logiquement, il doit passer un accord d'échange. Et le fait d'arriver de Trump, ça donnait une carte de plus. J'ai entendu tout à l'heure son intervention sur Newsmax aux États-Unis, la grande chaîne, et qu'il a dit que je ne comprends pas comment on va continuer dans une logique aveugle qui ne va pas donner aucun résultat, surtout que la résistance palestinienne a réussi à s'adapter
avec toutes ces J'allais vous poser la question destructions. justement, Amjad Chehab. Tout cela n'a abouti à strictement rien. 15 mois de génocide continu a mené à l'assassinat de dizaines de milliers de Palestiniens, à une situation humanitaire catastrophique. Mais la résistance palestinienne est toujours là et continue d'infliger de lourdes pertes. On le voit chaque jour à l'armée de l'occupation sioniste. Tout à fait. Et ils n'ont pas réussi parce que les deux objectifs durant les 15 mois ne sont pas réalisés. Et les prisonniers, ils sont toujours avec les mains des Palestiniens et la résistance, et ils n'ont pas réussi à briser la volonté de la résistance, éradiquer la résistance. Ils sont toujours là. Donc le fait de continuer dans cette logique, il va détruire la société intérieure, le sionisme, et aussi le lien social qui essaye de justifier l'échec d'arracher une victoire par rapport aux guerres déclarées contre les États arabes dans les années 48, 60, 67, 56, 73. Comment ils ont réussi et comment ils ont pas pu résister longtemps, et ils se retrouvent devant de combattants doctrinés, avec une volonté extrême de refuser de se rendre, et ça reste un bloc, ils ne peuvent pas la franchir. Donc à partir de là, ils commencent à dire, si on continue comme ça, on va à une perte stratégique claire. Ils ne peuvent pas continuer. Et après, il y a des raisons externes. L'image de cet État colonial, et aussi la capacité de la protéger juridiquement, et aussi le fait que l'Occident est prêt à sacrifier ses valeurs humanistes pour défendre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et la crédibilité de toute l'institution, surtout des Nations Unies. Il y a beaucoup de raisons qui obligent à la fin de ne pas rester dans ce drame, dans ce massacre, dans ce génocide sans fin. Et les Palestiniens, oui, ils ont prouvé qu'ils sont capables de patienter malgré la forte perte, et aussi le drame, la souffrance, et dans des conditions insupportables. Et les Israéliens trouvent devant un choc, ils ne peuvent rien faire de plus à mettre les Palestiniens à genoux. C'est à partir de là, et la meilleure solution, c'est de trouver un scénario politique et d'arrêter ce génocide. C'est la meilleure solution. Et on voit la montée de sondages dans le front intérieur sionisme. On parle de 88% qui sont d'accord avec un échange, et il reste une petite minorité aujourd'hui qui essaye de résister, qui n'est pas contre. Et parmi ces minorités, c'est les partis d'extrême droite, les fachos, qui refusent d'accepter cet accord, et ils menacent de se retirer de ce gouvernement. Mais ça reste... Ouais. Amjad Chehab, vous avez parlé justement des souffrances des Palestiniens au quotidien. Comment y remédier aujourd'hui, malgré la conclusion d'une éventuelle trêve aujourd'hui? Oui, ils patientent, ils sont d'accord. Ils essayent au moins d'avoir un espoir que ces massacres quotidiens, on parle chaque jour, il y a entre 50 martyrs et 100. Et on parle pas de blessés. Il y a à peu près entre 100 et 200 blessés, parmi eux très graves. On parle de presque 20 000 blessés qui ont besoin de soins médicaux, et qu'il faut qu'ils partent de la bande de Gaza, que la force d'occupation refuse qu'ils partent. Il y a aussi beaucoup qui ont besoin des médicaments, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de l'eau, d'électricité. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont morts et de froid, et ils ont besoin même de lait. Il y a les bébés qui ont besoin d'être nourris, et ils perdent la vie, et tout cela, on le voit en direct. Ouais. Et l'humanité ne peut rien faire pour arrêter ce drame. On parle que c'est le génocide le plus grave au XXe siècle, et c'est la première fois qu'on voit ça en direct.
communauté internationale, monde arabe, monde islamique ne fait rien devant ces criminels, ces fachos qui continuent dans une logique de détruire et de coloniser et d'écraser le peuple palestinien afin des intérêts économiques ou idéologiques, racistes. Et c'est à partir de là, je pense, et tout le monde a un intérêt que ce génocide, ce carnage s'arrête. Très bien, merci beaucoup à Amjad Chehab d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Al-Aqsa à Al-Quds occupée.